Madame la chancelière, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les scientifiques et les chercheurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le professeur Gisin. Nous célébrons ce soir, par l'attribution du prix Marcel Benoist 2014, un événement particulier. Il y a 100 ans, un avocat français totalement inconnu de la communauté scientifique suisse et du Conseil fédéral de l'époque rédigeait son testament. Marcel Benoist y notait ceci: « Je donne et lègue au gouvernement de la République helvétique de la totalité des valeurs par moi déposées en Suisse à la Banque nationale à Berne et la Bankverein Suisse à Bâle. Les revenus de ces valeurs serviront à distribuer chaque année un prix unique aux savants suisses ou domiciliés en Suisse qui aura pendant cette année fait la découverte ou l'étude la plus utile dans les sciences, particulièrement celles qui intéressent la vie humaine. » La surprise fut totale. Marcel Benoist mourut en 1918. Le prix fut attribué par la première fois en 1920 à l'immunologue lausannois Maurice Arthuis. Une histoire à succès commençait ainsi. Le prix fut ensuite alloué presque sans exception chaque année. Je suis très heureux que nous puissions ce soir remettre le prix pour la 11e fois à un scientifique de l'Université de Genève. J'adresse mes vives félicitations au lauréat, le professeur Gisin. Monsieur le professeur, c'est un grand honneur que de pouvoir distinguer non seulement un chercheur auréolé de très grands succès, mais aussi un enseignant talentueux, un préparateur de start-ups, et le fondateur de technologies d'avenir. Vous avez mérité ce prix conformément aux principes de la Fondation. Vos résultats ont ouvert de nouvelles voies. Vos découvertes pionnières ont été d'importantes contributions à la compréhension de la physique quantique. Vous n'êtes pas resté là, vous avez vous-même franchi de nouvelles étapes en transmettant par des fibres industrielles une clé de cryptage protégée par les lois de la physique quantique et donc parfaitement aléatoire et confidentielle. Vous avez permis l'entrée dans le monde réel de la communication quantique. Enfin, vous avez encouragé bon nombre de scientifiques à suivre votre voie. Vos travaux ont permis, et d'autres équipes de recherche, de vous emboîter le pas et de poursuivre le développement de votre domaine de recherche. Cette observation ne se limite pas à la recherche fondamentale, elle vaut aussi pour la recherche appliquée. Il ne fait pas de doute que les résultats de vos recherches recèlent un très grand potentiel. La transmission sûre des données et la protection des données sont des thèmes qui nous occupent toujours plus et dont l'influence est toujours plus présente dans nos vies. C'est pourquoi je suis très curieux des propos que vous tiendrez à l'occasion de la présente cérémonie. Je suis aussi particulièrement heureux que le professeur Serge Haroche, prix Nobel de physique,
prononce la Laudatio. Je faisais tout à l'heure allusion à l'histoire centenaire du prix Marcel Benoist. Une personne privée a donné un signe par sa propre initiative. Son dynamisme a fourni une contribution au renforcement de la place suisse de la recherche et à sa perception dans le public. Ce que Marcel Benoist a accompli il y a 100 ans est aujourd'hui plus actuel que jamais. Nous avons besoin d'autres Marcel Benoist, de personnes et d'institutions qui aident à montrer l'importance de la recherche pour la société et l'économie. C'est pourquoi je tiens en cet endroit à vous adresser mes sincères remerciements, Monsieur le recteur Vasali, ainsi qu'à l'Université de Genève pour votre grand engagement. Cette soirée est une excellente occasion de présenter les réalisations de la recherche suisse à un large public. Permettez-moi à cette occasion une remarque concernant la prochaine votation sur l'initiative dite EcoPop. Cette initiative prévoit, entre autres, de limiter l'immigration en Suisse au moyen de directives strictes. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent clairement de rejeter l'initiative. Du point de vue de la science et de la recherche, nous devons être conscients que les universités, les EPF, les autres écoles spécialisées et tous les établissements de recherche privés subiraient des conséquences sensibles. Si nous ne parvenons plus à engager les meilleurs scientifiques du monde, nous ne serons plus compétitifs sur le long terme. Le oui à l'initiative contre l'immigration de masse a changé beaucoup de choses. Je suis heureux que nous soyons du moins parvenus à obtenir une association partielle au programme cadre de recherche européen Horizon 2020 jusqu'à la fin de l'an 2016. Le Conseil fédéral met tout en œuvre pour que la Suisse y soit de nouveau s'associer complètement à partir de 2017. La science et la recherche vivent du libre échange des idées. Notre petit pays au cœur de l'Europe dépend tout particulièrement de ce que nous parvenions à l'avenir également à attirer des étudiants, des doctorants et des chercheurs talentueux. En contrepartie, les scientifiques et les chercheurs suisses doivent faire leurs preuves dans l'environnement international et réunir des expériences à l'étranger. L'exemple du professeur Gisin, qui a déjà obtenu notamment 2 des bourses convoitées du Conseil européen de la recherche, montre justement ce que nous avons à offrir aux autres pays et ce que nous pouvons gagner de la coopération internationale. Au demeurant, il y a 100 ans, Marcel Benoist avait déjà reconnu l'importance que revêt l'ouverture pour la place scientifique suisse. Il a noté dans son testament que le prix devait être attribué aux plus talentueux, savants suisses ou domiciliés en Suisse. C'est pourquoi je souligne que nous devons nous engager pour que la place scientifique suisse compte parmi les meilleures au monde à l'avenir également. Continuons de miser sur nos forces avérées, au nombre desquelles je relève en particulier
la promotion selon le principe du bas vers le haut, la conception concurrentielle des instruments de promotion, l'engagement privé et le réseau international. En définitive, le succès de la place scientifique suisse est tributaire des hommes et des femmes qui concourent, portés par leur ambition et leur conviction, des hommes et des femmes animés par une vision. Je pense par exemple à toutes les personnes qui ont le mérite de s'engager en faveur du Centre de biotechnologie ici à Genève. Citons aussi ces hommes et ces femmes qui soutiennent la science par leurs dons et leurs apports. Les aspects financiers ne sont pas tout. Par leurs contributions, les bailleurs de fonds privés expriment aussi leur estime et leur intérêt. Ces bonnes dispositions sont très précieuses pour la recherche. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui, sous une forme ou une autre, s'impliquent en faveur de notre place scientifique. J'en arrive à ma conclusion. Cher monsieur le professeur Chizin, votre ouvrage de vulgarisation scientifique paru en 2012 s'intitule « L'impensable hasard ». Que vous soyez le lauréat du prix Benoît 2014 n'a cependant rien de fortuit et n'est aucunement impensable. Les 2 bourses du Conseil européen de la recherche, le prix John Stuart Bell de l'Université de Toronto ou l'International Quantum Communication Award sont les preuves tangibles de l'excellence de votre activité de chercheur. En vous remettant le prix Marcel Benoît ce soir, c'est pour ainsi dire le prix Nobel suisse que nous vous attribuons. Nous tous ici réunis formons intimement le vœu que cette reconnaissance de l'œuvre de votre vie n'en marque pas le terme. Je me réjouis de vous remettre dans un instant le document officiel. En outre, je vous prie de bien vouloir vous inscrire dans le livre d'or de la Fondation Marcel Benoît. Mesdames et messieurs, je vous remercie de souligner par votre participation à cette cérémonie l'importance des multiples travaux réalisés par le professeur Chizin et la portée de ses observations pionnières. Je me réjouis à présent d'entreprendre avec vous un voyage fascinant dans le monde de la physique quantique. Un monde plus complexe encore que ne l'est celui de la politique. Merci de votre attention. Après ces moments d'émotion, et pour continuer dans la même veine, et pour présenter un scientifique de haut vol tel que Nicolas Chizin, il nous fallait trouver une personnalité tout aussi exceptionnelle et tout aussi au fait de sa discipline de prédilection. Même si, je n'en doute pas, vous vous êtes rendu compte lors de mon message d'accueil que les secrets de la mécanique quantique et de la cryptographie n'ont plus aucun secret pour moi, je suis très heureux que le physicien que nous tenions absolument à voir se charger de cette mission ait accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir sur scène M. Serge Haroche, prix Nobel de physique. Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le recteur, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs, pour vous parler du récipiendaire du prix Marcel Benoît 2014, il faut que je commence par dire quelques mots du domaine de la recherche auquel il a consacré toute sa vie scientifique, la physique quantique. Le paradoxe de cette physique réside dans le contraste remarquable entre sa puissance extraordinaire
et son étrangeté radicale. Tous les physiciens reconnaissent que c'est la plus fructueuse de toutes les théories physiques, celle qui nous a apporté le plus de connaissances sur la nature. Elle nous a donné les clés de la compréhension du monde microscopique, et de cette compréhension sont nées les technologies modernes qui ont révolutionné notre vie au XXe siècle. Il n'existe en effet pratiquement aucun appareil dont nous nous servons aujourd'hui qui ne repose partiellement ou totalement sur des lois issues de la théorie quantique. Les lasers, les ordinateurs, les horloges atomiques, le système de navigation GPS, l'imagerie par résonance magnétique, les téléphones portables, parmi bien d'autres objets, exploitent d'une façon ou d'une autre des concepts quantiques et auraient été inimaginables avant l'avènement de la physique quantique. Et cependant, malgré son immense pouvoir de description et de prédiction, la physique quantique reste largement contre-intuitive et son interprétation conduit toujours, près de 100 ans après son avènement, à des discussions passionnées entre physiciens. L'étrangeté de cette physique tient aux lois bizarres qui régissent le comportement des particules subatomiques, des atomes et des photons, ces grains dont est constituée la lumière. La première de ces lois est ce qu'on appelle le principe de superposition. Un atome ou un photon ou même un objet quantique plus complexe peut se trouver dans plusieurs endroits à la fois, ou encore dans plusieurs états d'énergie différents, comme suspendus entre différentes réalités classiques. Ces superpositions s'évanouissent lorsqu'on cherche par une mesure à déterminer la position ou l'état interne du système. Celui-ci se retrouve alors dans un des états, mais il choisit cet état au hasard, de façon aléatoire. Et il y a plus étrange encore. Si le système est formé de deux parties qui interagissent entre elles puis se séparent, les parties séparées continuent à constituer un tout, une mesure sur une des parties ayant une répercussion immédiate sur ce qui arrive à l'autre. Les résultats des mesures effectuées sur les deux parties sont aléatoires, mais c'est le même hasard que l'on retrouve dans les deux mesures. Un peu comme si deux dés lancés en deux endroits différents tombaient toujours tous les deux sur le même chiffre, variant aléatoirement d'une réalisation de l'expérience à l'autre. On appelle intrication cette propriété non locale des systèmes quantiques, propriété qui déplaisait fortement à Einstein, encore un physicien qui a commencé sa carrière en Suisse, mais qui est une conséquence inéluctable des principes quantiques tels qu'ils ont été établis dans les années 1920. Superposition, intrication, hasard non local, voilà les concepts étranges qui font que l'un des fondateurs de la physique quantique, Niels Bohr, a pu dire de façon un peu provocatrice que si vous n'êtes pas choqué par la théorie quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. La tension entre ces deux aspects de la théorie quantique, sa puissance prédictive d'une part et son caractère profondément contre-intuitif d'autre part, s'est manifestée à des degrés divers pendant toute l'histoire de cette physique. Pendant les années où la théorie s'est élaborée, entre 1920 et 1930, les lois étranges que les fondateurs de la théorie avaient été conduits à établir ont été testées par ce qu'ils appelaient des expériences de pensée, des expériences virtuelles dans lesquelles ils s'imaginaient manipulant des atomes ou des photons un à un, cherchant par ces expériences à mettre la théorie quantique à l'épreuve de la non-contradiction interne. Ils discutaient avec passion des résultats attendus de ces expériences et de leur interprétation, tout en pensant que celles-ci resteraient à jamais irréalisables. Seuls des systèmes formés d'un grand nombre de particules, électrons, atomes ou photons, étaient alors directement accessibles aux expériences, et sur de tels systèmes, les bizarres propriétés quantiques étaient en général voilées, non directement observables. Einstein et d'autres physiciens pouvaient donc admettre que les concepts étranges de cette physique étaient bien sûr utiles pour comprendre le comportement collectif ou statistique de la matière ou de la lumière, mais ils pensaient en même temps que les manifestations directes de ces bizarreries, la non-localité en particulier, restaient hypothétiques et qu'une théorie plus complète, corrigeant ou complétant la théorie quantique, pourrait un jour en effacer les aspects contre-intuitifs. Face à cette situation, la majorité des physiciens prit à partir des années 1930 l'habitude d'utiliser le formalisme quantique pour calculer et prévoir une quantité de phénomènes en physique atomique et nucléaire, en physique des solides et en physique des particules, sans trop chercher à se poser des questions profondes sur les notions de superposition ou d'intrication dont on n'observait pas en général les manifestations directes. Devant les succès de cette approche calculatoire, les discussions concernant les interprétations furent pour ainsi dire reléguées au second plan. Ce fut de 1930 à 1980 environ
la période où, face à ceux qui, tels Einstein ou Louis de Broglie, manifestaient leurs doutes ou leur mécontentement devant les bizarreries de cette physique, l'attitude de la plupart des physiciens était de leur dire « tais-toi et calcule ». Cet état d'esprit est bien illustré par une anecdote rapportée dans un de ses livres par Steve Weinberg, un des grands physiciens théoriciens de la seconde partie du XXe siècle. Il se retrouva un jour dans un ascenseur de son département de physique avec un de ses collègues et un jeune étudiant qu'il avait eu quelques années auparavant dans une de ses classes. Lorsque l'étudiant se fut éloigné, Weinberg demanda à son collègue « Qu'est devenu ce brillant jeune homme depuis le temps où il suivait mes cours ?» Et son collègue lui répondit en haussant les épaules « Oh, il est perdu pour la physique, il s'intéresse à la question de l'interprétation. » En rapportant cet échange dans les années 1980, Weinberg laissait clairement entendre qu'il faisait partie du clan des « tais-toi et calcule ». Lui et ses collègues, théoriciens des particules, avaient utilisé avec un succès éclatant la théorie quantique pour établir ce qu'on appelle le modèle standard, qui classe de façon précise toutes les particules élémentaires constituant la matière et leurs interactions. Ils avaient tendance à hausser les épaules quand on leur parlait d'intrication. Ils savaient bien que cela existait théoriquement, mais ils ne voyaient pas l'utilité de s'en préoccuper pratiquement. L'une des raisons de cette absence d'intérêt trouve sans doute son explication dans le fait qu'il était, jusque dans les années 80, impossible de manipuler et de contrôler directement des systèmes quantiques isolés. Dans les expériences d'accélérateurs de particules familières à Steven Weinberg et à ses collègues, on observe bien des particules individuelles, mais on le fait de façon brutale, en les détruisant et en analysant les débris résultant de leur collision. L'observation fine de l'intrication quantique nécessite des expériences plus délicates de manipulation de particules quantiques, pour ainsi dire in vivo, par opposition aux expériences d'accélérateurs qui sont plutôt des expériences post-mortem. C'est précisément l'avènement de nouvelles méthodes de contrôle et de manipulation des particules quantiques isolées dans les années 80, rendu possible en particulier par le développement des lasers, qui a complètement changé la perspective de la physique quantique en remettant les questions d'interprétation au premier plan dans un contexte entièrement nouveau. Il est devenu possible d'observer directement des particules, atomes et photons, et d'agir sur eux pendant une expérience, ce qui est essentiel, en observant sur ce système directement les manifestations étranges de la non-localité et du hasard quantique. On réalise ainsi au laboratoire des expériences bien réelles qui rappellent celles virtuelles imaginées naguère par les fondateurs de la théorie. Ces expériences ont définitivement montré l'impossibilité que se réalise le rêve d'Einstein, celui de rétablir une vision classique du monde en faisant disparaître la non-localité que la physique quantique y avait introduite. Nous savons maintenant, grâce à de nombreuses expériences, que l'étrangeté quantique, la non-localité, est bien une des propriétés fondamentales de la nature, et la question n'est plus de se demander si elle existe, mais plutôt de savoir si elle peut être pratiquement utilisée pour développer des appareils nouveaux, par exemple pour améliorer nos façons de calculer ou de communiquer. Nicolas Gisin, le lauréat du prix Marcel Benoît de cette année, a apporté une contribution majeure à ce nouveau domaine de la physique que l'on appelle l'information quantique. Il ne m'est pas possible de vous parler en détail de tout ce qu'il a apporté à ce domaine de recherche. Cela prendrait beaucoup plus que le temps qui m'est alloué pour cet éloge, surtout que j'en ai déjà utilisé la moitié à parler d'autre chose. Donc, je voudrais évoquer simplement ici certains de ses travaux et souligner ce qui en fait l'originalité et la profondeur. Nicolas Gisin s'est rendu mondialement célèbre par les expériences qu'il a réalisées sur des paires de photons, séparés par des dizaines de kilomètres, après s'être propagés dans une fibre optique passant sous le lac Léman et reliant deux villages sur deux de ses rives opposées. Il a démontré l'intrication de ces photons distants en vérifiant que la statistique de leur détection ne pouvait s'expliquer par la transmission de proche en proche d'une information entre les deux détecteurs. Techniquement, ces corrélations violent ce qu'on appelle une inégalité de Bell, qui devrait être respectée pour des corrélations classiques produites par une cause commune. Cette violation, preuve de non-localité, avait déjà été démontrée dans des expériences de paires de photons distants de quelques mètres, mais leur démonstration spectaculaire à de grandes distances a un double intérêt. Elle montre d'une part que la non-localité n'est pas limitée dans l'espace, donc il n'y a pas de limite de distance à la validité de la physique quantique, ce qui est un résultat de grande importance fondamentale, et d'autre part, elle ouvre, comme il l'a déjà été indiqué, la voie à des applications pratiques de l'intrication, pour la cryptographie quantique en particulier. Dans une autre série d'expériences, Nicolas Gisin et son équipe ont utilisé l'intrication de deux photons pour téléporter l'état d'un troisième photon à une distance de plus en plus grande, atteignant maintenant plusieurs dizaines de kilomètres, réalisant ici encore un protocole d'information quantique
qui n'avait été testé précédemment qu'à de courtes distances. L'état du photon transporté dans cette expérience n'est pas continuellement passé d'un point à l'autre. Il a disparu au point de départ et il a réapparu au moment où il apparaissait au point d'arrivée. Le fait même qu'il ne s'est à aucun moment trouvé entre les deux points rend impossible toute interception, toute lecture subreptice du message que pouvait transporter ce photon. Une telle expérience de téléportation constitue une démonstration directe de la possibilité d'utiliser l'étrangeté quantique pour communiquer à distance sans risquer d'être espionné, ce qui est le but même de la cryptographie. Pour que la cryptographie quantique à l'aide de photons devienne vraiment pratique et utilisable dans des communications à grande distance, d'autres développements doivent voir le jour. Il faut mettre au point ce qu'on appelle des répéteurs quantiques, permettant de propager de proche en proche une intrication entre photons qui a tendance à se perdre dans des fibres dépassant quelques kilomètres de longueur. Il faut également réaliser des mémoires quantiques capables de stocker dans de la matière l'information quantique portée par des photons avant de la recopier sur d'autres photons. Nicolas Gisin et son équipe ont réalisé des prototypes ingénieux de ce dispositif, appelés à devenir des éléments essentiels de futurs réseaux de télécommunications quantiques. Une des caractéristiques de la téléportation quantique qui l'oppose par exemple à la transmission classique d'informations par une machine de type fax réside dans le fait que l'état de la particule que l'on téléporte est détruit au point de départ en même temps qu'il apparaît sous forme identique au point d'arrivée. C'est ce qui, je pense, découragera beaucoup au cas où la téléportation deviendrait un phénomène macroscopique. Il faut avoir confiance dans l'appareil parce que si la transmission ne se produit pas correctement, bien l'original est perdu. En d'autres termes, cette procédure ne permet pas d'obtenir deux copies de l'état original. Ceci exprime une autre propriété fondamentale de la physique quantique, l'impossibilité de cloner exactement l'état inconnu d'une particule sur une autre. Seul un clonage imparfait, à fidélité limitée, comme on dit, est possible. Nicolas Gisin et ses élèves ont étudié les propriétés du clonage quantique et ses limites dans une série de très belles expériences qui ont un rapport étroit avec la téléportation. Bien que intrication et téléportation impliquent une forme de corrélation instantanée à distance, ces corrélations ne permettent pas de communiquer de l'information instantanément, ce qui violerait le principe relativiste de causalité qui exprime qu'aucune information ne peut se transmettre plus vite que la vitesse de la lumière. Nicolas Gisin a montré que l'impossibilité de cloner une particule quantique était nécessaire à la préservation de ce principe de causalité et qu'elle jouait ainsi un rôle essentiel pour permettre à l'étrangeté quantique de ne pas entrer en conflit avec la relativité d'Einstein. De façon plus générale, Nicolas Gisin a analysé en détail les relations entre téléportation, hasard quantique et transfert d'informations et montré qu'il y a bien coexistence non conflictuelle entre la physique quantique et le principe relativiste de causalité. Je pourrais citer d'autres résultats obtenus par ce physicien extrêmement imaginatif et productif qui a une liste de publications impressionnante avec des indices de citation qui reflètent l'influence que ses travaux ont sur toute la communauté de l'information quantique. Mais je préfère insister pour conclure sur la personnalité exceptionnelle de Nicolas Gisin qui lui confère une place spéciale parmi les scientifiques de son domaine. En un mot, Nicolas, tu es ce qui est rare chez une même personne, à la fois un ingénieur d'une inventivité exceptionnelle, un théoricien profond et un vulgarisateur passionné et passionnant de la science. Ingénieur, tu l'es par ta formation et ta carrière atypique qui t'a conduit à travailler dans une compagnie privée de télécommunications avant de revenir dans le giron de l'université. C'est d'ailleurs ton expérience d'ingénieur qui t'a permis de mettre au point tes spectaculaires démonstrations de téléportation, utilisant pour la première fois un réseau commercial de fibres optiques pour une expérience de physique fondamentale. C'est encore ton esprit d'ingénieur qui t'a poussé au début des années 2000 à fonder avec tes collaborateurs et tes élèves une compagnie start-up, Idée Quantique, qui s'est spécialisée avec succès dans la mise au point de dispositifs de communication quantique et de génération de nombres aléatoires obéissant au vrai hasard, au hasard quantique. Théoricien, tu l'es car tu t'es toujours passionné pour les aspects fondamentaux de la physique quantique et ses liens avec la théorie de l'information. Il y a peu d'exemples dans notre communauté de scientifiques qui, comme toi, dominent à la fois les problèmes théoriques fondamentaux et les points techniques les plus subtils, leur permettant de réaliser des expériences qui sont des tours de force d'optique et d'électronique. Tu es aussi connu pour la profondeur de tes analyses théoriques de la complexité quantique que tu l'es pour la réalisation de tes expériences spectaculaires. Tu es enfin un vulgarisateur enthousiaste de la science qui te passionne. Tu es l'auteur d'un livre récent qui a été cité, L'impensable hasard, dont je conseille à tous la lecture.
Tu y expliques en termes simples et sans équation ce que sont la non-localité, la téléportation et d'autres phénomènes quantiques mystérieux pour le profane. Je dois dire en le lisant que je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous les problèmes d'interprétation, et la seule différence entre nous, c'est que je crois que moi je dis quantique et toi tu dis quantique. Avec un enthousiasme communicatif, tu nous fais entrevoir un futur où l'étrangeté quantique pourrait être en quelque sorte domestiquée pour réaliser des choses impossibles à faire avec des dispositifs classiques. Et tu nous affirmes avec l'optimisme qui te caractérise que lorsque ces machines seront des réalités, la logique quantique nous paraîtra moins étrange, que nous en acquerrons une intuition bâtie sur l'expérience et l'utilisation des objets qu'elle nous aura permis d'inventer. Ça prendra peut-être plusieurs générations si on doit faire intervenir la théorie de l'évolution pour ça, mais enfin, c'est un espoir. Mais surtout, tu nous expliques qu'au-delà de possibles applications, la compréhension du comportement des atomes et des photons est en elle-même un enrichissement puisqu'elle nous donne une vision plus profonde du monde et de la réalité physique. À la question « À quoi servent les expériences sur la non-localité et l'intrication ?», la première réponse que tu donnes, celle que je préfère, est « Cela sert à nous faire plaisir en nous faisant mieux comprendre la nature ». On ne peut donner une meilleure définition et présenter un meilleur plaidoyer pour la recherche fondamentale, et que ce plaidoyer vienne d'un chercheur qui a commencé sa carrière comme un ingénieur ne lui en donne que plus de poids. Par tes travaux et la diffusion que tu as su leur donner auprès d'un vaste public, tu as contribué, cher Nicolas, à changer l'éclairage que l'on porte sur la physique quantique en illustrant ces notions fondamentales par de belles expériences simples dans leurs principes et extrêmement subtiles dans leurs détails. Ces expériences sont appelées à devenir des classiques, si l'on peut employer ce terme en parlant de physique quantique, au sens qu'elles seront décrites dans les livres de classe comme des exemples éclatants d'illustration directe des concepts quantiques. Et comme preuve de l'influence de tes travaux et de ceux de tes collègues en information quantique, j'indiquerai simplement que le manuel de physique quantique que vient d'écrire Steven Weinberg, ce représentant éminent de l'école du tais-toi et calcul, consacre dans ses dernières éditions tout un chapitre à l'information quantique. Cela a été impensable dans les années 1980. Pour tout cela, pour la profondeur de ton travail, pour les promesses d'application qu'il contient en germe et pour la passion qui t'anime dans la poursuite de la vérité scientifique, tu fais rayonner la science helvétique bien au-delà des rives du lac Léman, et le prix Marcel Benoît 2014 ne pouvait être mieux attribué. Je vous remercie. Merci, M. Haroche, pour nous avoir fait à la fois découvrir certains des aspects de la profondeur du domaine qui vous passionnent, Nicolas et vous-même, et aussi de nous avoir donné un éclairage sur certains aspects de la personnalité de Nicolas. D'autres aspects, on n'en parlera pas forcément ce soir, à moins que lui nous en parle. C'est pour ça que j'aimerais l'accueillir ici sur scène, puisqu'il aurait évidemment été inimaginable de dérouler cette manifestation sans donner la parole au principal intéressé. Et surtout, lorsqu'on connaît, et vous l'avez rappelé, ses talents oratoires, ses talents de vulgarisateur scientifique, talents dont il fait souvent bénéficier le public, les médias, parce que je crois qu'il aime assez, au fond, expliquer le domaine qui le passionne, et je crois que c'est ce qu'il va faire avec nous ce soir. Et donc, je passe donc la parole à l'explorateur du monde des atomes et des photons, comme il a choisi d'intituler son intervention. Cher Nicolas, la scène et notre attention sont à toi. Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers amis, je n'aimais pas l'école. Par contre, j'ai toujours beaucoup aimé les voyages, tant intérieurs qu'à travers le monde. Aussi, après ma maturité, j'ai traversé l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. J'ai travaillé comme facteur à la poste. J'ai travaillé sur des chantiers en Islande. Et je suis descendu le Rio Grande sur un affluent de l'Amazone. Voilà, vous me voyez ici. Vous voyez ici, sur mon radeau, un radeau attaché par des lianes, sans vis, sans clous. Et là, vous me voyez en train de lire. Lire a toujours été très important pour moi. Pourtant, au collège, j'ai refusé de lire toute la littérature imposée. Mais plus tard, je l'ai lu et adoré sur une plage à Salvador de Bahia. Bref, j'ai un caractère de cochon. Mais après 2 ans de vagabondage, je me suis décidé à faire des études. Et
comme je n'avais pas très bien compris la différence entre physique et mathématiques, j'ai choisi la voie de la facilité, ce qui pour moi voulait dire faire les deux, physique et mathématiques en parallèle. Ainsi, au 3e semestre, j'ai découvert la physique quantique. Quand je suis parti camper avec mon ami, j'emportais avec moi ma Bible. Pour moi, la Bible à l'époque, c'était un pavé, un gros livre comme ça, de physique quantique évidemment, très aride mais passionnant. Un livre qu'on appelait le Cohen, rédigé ou dirigé, dont la rédaction était dirigée par le professeur Cohen Tanuji, le professeur de Serge Haroche, nous venons d'entendre. Je ne suis pas sûr que ma copine avait vraiment tout compris. Mais c'est donc ici que j'ai commencé ma plongée dans ce monde des atomes et des photons. Les photons, donc ces particules de lumière, un monde tellement étrange, tellement merveilleux, un monde pas du tout comme le nôtre, un monde que l'on peut appréhender par la pensée et avec sa propre logique. Bien sûr, j'avais lu Galilée, Kepler, Heisenberg, Schrödinger, Einstein et encore bien d'autres. Et j'étais fasciné par leurs remarques plus ou moins explicites, remerciant Dieu de leur permettre de comprendre le monde. Et à mon tour, je voulais comprendre le monde, celui des atomes et des photons. J'étais donc un intello, déjà. Et pour me détendre, courir, crier, boire des verres avec les copains, je faisais du sport, le hockey sur gazon. Comme j'aimais beaucoup voyager, j'ai toujours passé mes examens à la session de juin. C'était relativement facile pour moi, et ainsi j'avais des grandes vacances devant moi. Une fois, je suis parti comme ça en Inde. Évidemment, j'ai pris avec moi de quoi lire de la physique. Et en Inde, dans un petit hôtel, avec un beau étang de nénuphars et un serveur indien au style très british, j'ai passé tout un après-midi à boire du thé et à lire un article de revue sur les inégalités de Bell, celle que Serge a déjà mentionnée tout à l'heure. J'ai ainsi découvert que dans mon monde des atomes et des photons, on peut avoir ces deux particules, symbolisées ici à ma gauche et à ma droite, ces deux particules qui peuvent être très loin l'une de l'autre et néanmoins ne constituer qu'un seul tout, de telle sorte que si je touche l'une des deux, l'autre tressaille également. Ça, c'est vraiment magique. Et c'est ce jour-là que j'ai su que je serais physicien et que ça serait de la physique quantique. J'ai su que je serais un explorateur du monde des atomes et des photons. Oui, monsieur le conseiller fédéral et monsieur le recteur, c'est grâce à mes grandes vacances que j'ai su ce que je voulais faire. Mais il ne faut pas croire. Avec mes copains à l'Uni, on travaillait beaucoup. Je faisais tous les exercices. J'adorais ça. Bon, les cours un peu moins. On débattait aussi de philosophie. Et bien que je n'aime pas trop les cours, j'ai été suivre des cours de philo. Certains prétendaient que les lois de la physique ne sont qu'un bon résumé de recettes qui marchent. Mais moi, j'ai toujours eu l'intime conviction que la physique ouvre une petite lucarne sur le monde réel. Et encore aujourd'hui, je suis un réaliste convaincu. Mes deux particules ou mes deux photons forment réellement qu'un seul tout. Ce n'est pas juste une description. Un autre exemple. La Lune et la Terre s'attirent à distance, ce qui explique que la Lune orbite autour de la Terre. Ça, c'est une bonne recette qui marche. Par contre, pour un réaliste, ce n'est pas suffisant. Comment la Lune sait où est la Terre ? Comment la Lune sait-elle quelle est la masse de la Terre ? À quelle distance se trouve-t-elle de la Terre ? Déjà, Newton, le grand Newton, se posait cette question. Et pourtant, il a fallu des siècles pour qu'Einstein, lui aussi un réaliste convaincu, réponde à cette question.
Hop, ça va trop vite là. Voilà. Donc ici, vous avez la Lune, je l'ai arrêtée pour qu'on voit mieux, elle avance, et en même temps, il y a la force de gravitation vers le centre de la Terre. Maintenant, l'explication d'Einstein, c'est qu'en fait, ce n'est pas que la Lune, comme ça, sait par magie où est la Terre, mais la Terre émet en permanence des petites ondes de déformation de l'espace-temps, ou des gravitons, qui se propagent dans toutes les directions et qui informent ainsi la Lune et tout le reste de l'univers d'où elle se trouve. Et la quantité de cette déformation ou de ces déformations explique la masse de la Terre. Maintenant, cette déformation, ces gravitons, ils ne se propagent pas de façon instantanée, ils vont très vite, ils vont à la vitesse de la lumière, mais il faut quand même un certain temps pour qu'ils arrivent jusqu'à la Lune, environ 1 seconde, et c'est pour ça la Lune, en fait, ne tombe pas directement vers le centre de la Terre, où la force de gravitation ne pointe pas vers le centre de la Terre, mais est légèrement décalée de par ce temps fini qu'il faut pour la Lune d'être informée de où se trouve la Terre. Alors, pour la Lune qui tourne en rond autour de la Terre, ça ne fait pas de différence. Par contre, si on imagine une orbite elliptique, une sorte de grand ovale, comme fait Mercure autour du Soleil, à ce moment, l'axe de cet ovale, à cause de ce petit retard, tourne lentement. C'est la précession de l'orbite de Mercure, qui a été d'ailleurs mesurée, observée, et qui était la première confirmation de la théorie de la relativité d'Einstein, la relativité générale d'Einstein. Voilà. Alors, j'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est beau la physique. Mais après ma thèse, un postdoc aux États-Unis, après avoir fondé une famille, la situation s'est avérée un peu compliquée. Alors, je ne me rappelle plus ce que je racontais à Dimitri, là, mon aîné, mais ce dont je suis sûr, c'est que le papier, là derrière, c'est un papier de physique. Et on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme, des fois elle est devant. Donc à cette époque, la physique quantique, comme Serge Haroche l'a aussi rappelé, et surtout ses aspects les plus intéressants, à savoir les fondements, n'étaient pas bien vus. Pour être physicien, il fallait calculer. Ok, moi je sais calculer, mais ce n'est pas tellement intéressant. Puis ça payait très mal. Et de plus, Mireille, ma femme, avait tous ses amis et sa famille à Genève. Donc, retour à Genève, et travaille dans une start-up, Alphatronics, spécialisée en instruments de fibre optique. Fibre optique, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. J'y ai commencé comme informaticien, ce qui doit faire rire mes étudiants, qui doivent être dans le noir là-bas quelque part, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous bien meilleurs que moi en informatique. Il faut dire que l'informatique a beaucoup changé. Puis rapidement, j'ai travaillé dans cette start-up comme ingénieur. Mais après 4 ans dans l'industrie, en 1988, une opportunité s'est présentée pour que je retourne à l'université, sans poste fixe et avec une énorme baisse de salaire. Je n'ai pas hésité longtemps. La liberté académique n'a pas de prix. C'était le moment du personal stop à la Confédération. Ça voulait dire que la Confédération n'avait plus le droit d'engager de nouveaux fonctionnaires. Mais en même temps, c'était le début des télécoms optiques, par fibre optique. Et il fallait donc bien des personnes capables de rédiger les spécifications pour ces fibres optiques et des personnes capables de vérifier que les fibres et câbles optiques livrés étaient conformes aux spécifications. Ainsi, Swisscom payait l'Université de Genève pour que l'Université de Genève me paye pour que moi je travaille pour Swisscom. C'est ainsi que j'ai contribué à l'introduction des fibres optiques monomodes en Suisse. J'ai aussi développé des instruments et inventé une technique pour mesurer certains effets de polarisation dans les fibres optiques. Voilà cet instrument. Et cet instrument, qui mesure la Polarization Mode Dispersion, ça ne vous dit rien, mais c'est un appareil qui a eu un succès énorme, un succès planétaire. Il est encore utilisé aujourd'hui pour contrôler la qualité de toutes les fibres optiques du monde, y compris celles que vous utilisez quotidiennement sans vous en rendre compte. Déjà à l'époque, nous avions créé une start-up qui s'appelait Gap Optique et qui a été ensuite rachetée par une société canadienne. Les importantes royalties que m'a tout à coup valu cette invention, cette découverte, m'a donné enfin la liberté. Et je suis fier
d'avoir gagné ma liberté en produisant quelque chose de concret et d'utile. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de m'acheter un détecteur de photons. Je n'avais aucune idée à quoi ça pourrait bien servir, mais pouvoir détecter les photons l'un après l'autre, ça me fascinait. Bon, jusqu'à là, j'étais tout seul dans mon labo à l'université. Plusieurs fois, j'ai demandé au rectorat, ce n'était pas le même recteur, de me prêter un poste, toujours sans succès. La seule aide que j'ai reçue est venue du directeur du département de physique théorique, Henri Rueg, qui m'a prêté un demi-poste pendant 5 ans. Bon, vous l'avez compris, je suis un mordu de physique quantique, parce qu'une fois qu'on a plongé dans ce magnifique monde des atomes et des photons, on découvre un monde gigantesque. Il faut voir, les atomes et les photons, c'est tout petit, donc on a l'impression qu'on va vers quelque chose de tout petit, mais en fait, là, il y a une fente, et lorsqu'on rentre là, on découvre là derrière un énorme monde, un monde magnifique, un monde plein de surprises. C'est un monde extraordinairement prenant. Donc, certains affirment que je suis distrait, et je dois dire parfois, voire souvent, à table, à la maison ou en vacances, je plongeais dans mon monde. Je n'ai pas une photo où je suis plongé dans mon monde, mais j'ai une photo de ma famille. Alors, ma femme n'est pas là parce que c'est elle qui prend les photos, mais on voit bien qu'elle était assise ici. Et le fait que moi, je parte dans mes voyages intérieurs à penser à la physique quantique agaçait ma femme et mes enfants. Alors, on a convenu que si Dimitri et Mathieu, mes 2 garçons, voulaient me raconter quelque chose, ils commenceraient par dire « inégalité de Bell ». Et ça me réveillait et me ramenait immédiatement à leur monde. J'allais toujours à la bibliothèque. Et un jour ainsi, en 1993, j'ai lu un article sur la cryptographie quantique, dont l'un des co-inventeurs, Gilles Brassard, de l'Université de Montréal, m'a fait le plaisir d'être ici ce soir avec nous. J'ai tout de suite compris cet article. Il faut dire que même pendant mes 4 ans dans l'industrie, je n'ai jamais arrêté la recherche. J'ai continué aussi à publier. Je faisais ça le soir. J'ai vu, après avoir lu cet article, qu'avec mes compétences dans les effets de polarisation et fibres optiques et avec mon détecteur de photons, je devrais pouvoir démontrer l'idée de la cryptographie quantique dans un réseau de fibres optiques, et j'avais évidemment d'excellents contacts avec Swisscom. Ainsi, avec mon premier étudiant, Antoine Muller, qui est actuellement directeur de Alp Laser, une petite compagnie de laser à cascade quantique, nous avons réalisé une première démonstration qui a enfin attiré l'attention de mes collègues. Et on a fait une première démonstration de cryptographie quantique entre Genève, ici, et Nyon. Ça, c'était la première. Alors, cette démonstration a changé le regard que portaient mes collègues sur moi-même, et en particulier le professeur Martin Peter, qui était un peu le grand ponte de la physique à Genève à l'époque, ainsi que le professeur Mark Hillegems, premier directeur du programme optique en Suisse, ont changé ma vie. Tout à coup, j'ai eu plus d'étudiants, droit à un technicien, et puis nous avons réalisé une expérience d'inégalité de Bell, celle dont Serge Haroche vous a parlé tout à l'heure, là entre Bernay et Bellevue. Alors, ce n'était pas des dés, c'était des photons, évidemment, mais on avait une sorte de hasard ici, un phénomène au hasard, et le même phénomène, le même hasard qui se manifeste aux 2 endroits. Je reviendrai brièvement là-dessus dans un petit moment. Et là, ça s'est emballé. Quantum Cryptography Below Lake Geneva, titre Nature. Et il faut savoir que dans le monde académique, publier dans Nature, c'est comme gagner au loto. C'est idiot, mais ça paye bien. Le New York Times cite notre expérience. Faire la une du New York Times, c'est pas mal. La BBC, la célèbre BBC, se déplace à Genève pour me filmer. Je ne vous parle pas du trac que j'avais. Et en cette fin de siècle, puisque tout ça a eu lieu dans les années 1990, la Société américaine de physique édite une série de 10 posters pour représenter les gloires de la physique du XXe siècle. Un poster par décennie. Et aux surprises divines, sur le dernier poster, celui des années 1990,
figure notre expérience. Puis nous avons fondé ID Quantique, leader mondial en générateur de nombres aléatoires et de cryptographie quantique. Donc vous voyez ici le générateur de nombres aléatoires d'ID Quantique. Ça, c'est à peu près 4 cm. Et ça génère des nombres réellement aléatoires, les seuls nombres qui sont véritablement aléatoires selon la physique. Et après l'affaire Snowden, on sait tous à quel point il est important d'avoir du bon aléatoire. Ici, vous voyez un système de cryptographie quantique. Ça ressemble à un ordinateur. Dans les faits, à l'intérieur, il y a un peu plus d'optique que dans votre ordinateur, mais du point de vue de l'utilisateur, c'est parfaitement similaire, interface similaire. Cette photo ici que je vous montre, là, en arrière-plan, est une photo un peu historique. C'est la première photo satellite qui présente une expérience quantique. Là, on a fait de la cryptographie quantique entre Genève et Lausanne. Et juste, monsieur le recteur, pour vous mettre à jour, nous en sommes à 300 km. Ce slide, ainsi que celui-ci, mérite une remarque importante. Sur celle-ci, je présente une expérience de physique fondamentale liée à ces fameuses inégalités de Bell, ce hasard non local. Ici, je vous présente une expérience de physique appliquée, distribuer une clé cryptographique entre Genève et Lausanne. Pourtant, ces deux expériences requièrent les mêmes outils conceptuels, la même technologie. Et ça, c'est vraiment important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne fait pas de physique appliquée réellement novatrice sans faire en même temps de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, la distance entre fondamentale et appliquée est extrêmement courte. Donc on voit, la physique quantique permet des applications dans le monde réel. Donc, cette physique quantique est forcément réelle elle aussi. Le monde des atomes et des photons rejoint celui de monsieur et madame tout le monde. Tout à coup, des domaines proscrits de la science bien pensante deviennent à la mode. Aujourd'hui, des centres entiers de technologie quantique se créent un peu partout. Des postes en fondement de la physique quantique s'ouvrent. Quelle révolution! Même Google s'y met. C'est une annonce de Google du mois dernier, là, septembre, où ils annoncent qu'ils investissent dans la technologie quantique, et quand Google investit, c'est à coût de milliards. C'est beaucoup. Et pour moi, le succès continue. Aujourd'hui, après pas mal de patience, ce prix Science Suisse 2014, ce prix énorme, décerné par la Fondation Marcel Benoît. Être reconnu dans son propre pays, c'est magnifique. C'est magnifique, mais ce n'est pas très juste. En effet, pourquoi reconnaître une personne alors que le véritable but est, d'une part, de promouvoir la science et que, d'autre part, la science est une activité d'équipe. L'image d'Einstein, le solitaire qui débraillé et révolutionne la science, est une image fausse et une image mauvaise pour la science, surtout aujourd'hui où le look est tellement important. Il faut savoir qu'Einstein, avant de se laisser photographier, se décoiffait volontairement, par provocation. Et il faut aussi savoir qu'Einstein était un homme très social, très loin du fou solitaire qu'on aime présenter. Ce prix Science 2014 de la Fondation Marcel Benoît, qui m'honore aujourd'hui, est aussi le prix de beaucoup de monde. Mes étudiants, évidemment, mes techniciens, ingénieurs, collaborateurs, secrétaires, je ne peux pas tous les citer, mais au risque d'en frustrer quelques-uns, laissez-moi quand même en citer 4. Tout d'abord, mon proche collaborateur, mon collègue professeur Hugo Sbinden, l'homme qui a la physique dans les mains, et puis Michael Azelius, l'homme qui intrigue les cristaux. N'est-ce pas, sur toutes les affiches, on a vu ces cristaux rouges et verts. C'est toute une équipe qui s'occupe évidemment d'intriquer ces cristaux, mais
une personne clé là-dedans, c'est Michael. Et puis l'homme de la téléportation appliquée, Robert Few, et Grégoire Ribordy, le père et directeur de Idées Quantiques. Avant de conclure, j'aimerais quand même vous parler encore pendant quelques minutes de non-localité. J'ai déjà dit, là, on peut avoir deux événements à une grande distance. Dans cette expérience, il y avait une dizaine de kilomètres entre Bernay et Bellevue. Et un événement, ce qu'on veut dire par un événement, c'est qu'on choisit ce qu'on va mesurer ici. On va choisir quelque chose, donc il y a un choix libre de l'expérimentateur, et ensuite il y a un résultat qui se manifeste sous la forme d'un clic dans ces fameux détecteurs de photons. On a un résultat. Et on voit qu'on a une corrélation ou une coordination parfaite entre Bernay et Bellevue. Alors, dans notre monde à nous, si on veut se coordonner, il y a plusieurs manières. D'une part, on peut simplement communiquer. Pour se coordonner, on se téléphone aujourd'hui. Ou moi, je me coordonne avec vous simplement en parlant, nous communiquons. Mais ça, on peut éviter la communication entre Bernay et Bellevue en faisant les expériences avec une très bonne synchronicité, de telle sorte qu'il n'y a simplement pas le temps pour une information d'aller de Bernay à Bellevue ou de Bellevue à Bernay. Puis une deuxième manière pour se coordonner, on peut l'illustrer de la façon suivante. Imaginez un match de hockey sur gazon. Et imaginez que l'ailier droite et l'ailier gauche arrêtent de courir tous les deux en même temps, sans s'être parlé. Comment est-ce qu'ils ont pu se coordonner pour s'arrêter de courir en même temps? Une explication très simple, c'est qu'il y a un arbitre qui a sifflé. Et puis, le sifflet émet des ondes acoustiques, des petites vibrations dans l'air, qui se propagent de proche en proche jusqu'à l'ailier droite et l'ailier gauche, qui à ce moment-là s'arrêtent en même temps de courir. Ça, c'est une illustration des causes communes se propageant de proche en proche. Alors, on peut aussi éliminer une explication basée sur les causes communes se propageant de proche en proche en violant ces fameuses inégalités de Bell. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ces corrélations dites non locales, celles qu'on a observées entre Bernay et Bellevue? Ce sont des corrélations qui, en quelque sorte, surgissent de l'extérieur de l'espace-temps, dans le sens qu'aucune histoire se déroulant dans l'espace au cours du temps ne peut décrire comment ces corrélations s'établissent. Alors, on vous a déjà dit que si vous avez tout compris, disons, c'est que vous n'avez pas bien écouté. Maintenant, pour vraiment conclure, je devrais vous expliquer les inégalités de Bell pour pouvoir éliminer les causes communes se propageant de proche en proche. Et pour ça, il faudrait jouer au jeu de Bell et effectivement comprendre ces inégalités de Bell. Mais pour ça, il me faudrait encore au moins une demi-heure. Or, il y a l'apéritif qui nous attend. Donc, plutôt que de vous prendre votre apéritif, je vais vous encourager, mais ça a déjà été fait, de lire mon livre. Si vous voulez vraiment plonger avec moi dans ce merveilleux monde des atomes et des photons, c'est une solution possible. Alors, Monsieur Schneiderman, j'ai prévu un livre pour vous que je vais vous remettre. Ainsi, la prochaine fois que nous aurons l'occasion et le plaisir de nous rencontrer, vous pourrez me poser une question, et sinon c'est moi qui vous poserai des questions.